Merci de nous rejoindre pour cette session, deuxième volet du coup de Ils ont grandi. Comme du coup elle vient de le dire, cette session, on en a parlé hier, on la reprend aujourd'hui, et donc l'idée c'est de vous représenter des entrepreneurs qui étaient déjà présents il y a 2 ans lors de la première édition du festival, et au-delà de parler de comment est-ce qu'ils ont démarré leur activité, on est vraiment sur la thématique, sur les enjeux de comment est-ce qu'ils ont changé d'échelle. Et donc les différentes thématiques liées à ça, comme la levée de fonds et le temps qu'on peut y attacher, les questions au niveau des modèles économiques, potentiellement sur de la réglementation, est-ce qu'on fait du lobbying. Donc ça c'est ce dont on va parler. Avant qu'ils puissent se présenter en détaillant leur activité, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Laura Cagneau-Genevois. Je travaillais jusqu'à l'année dernière et pendant 5 ans chez Zero Waste France, et notamment à l'appui des entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à revenir pour de nouveau être avec eux. Et depuis 1 an, j'ai monté une activité qui s'appelle Mon Job de Sens, et dont le but est d'accompagner les personnes qui souhaitent trouver leur place professionnelle dans la transition écologique. Voilà. Et maintenant, pour parler de vous, je retrouve juste l'ordre dans lequel on vous présente. Et on commence avec Laetitia, si tu veux bien prendre le micro. Oh, tac, peu importe, très bien. Et donc, dans un premier temps, l'idée c'est que tu te présentes toi et l'activité. Du coup, normalement, il y a quelques visuels, si tu en as transmis, qui permettent d'illustrer ton activité. Et voilà. Bonjour, donc je suis Laetitia, j'ai créé l'Amazona en 2010 avec un objectif qui est arrivé à 0 déchet dans la salle de bain. À la base, j'ai eu l'idée de faire des lingettes démaquillantes lavables, donc ça existait déjà, je m'en suis rendu compte après, mais qui soient aussi efficaces juste avec de l'eau. Donc c'était un produit hyper écologique, sauf que par réflexe, mes lingettes, je les vendais dans une boîte en bois avec un filet de lavage, et je mettais les 10 lingettes dans un sachet en plastique, parce que le plastique il est partout. Et j'en ai acheté 10, j'en ai acheté 100, puis j'en ai acheté 1000, et là j'ai réalisé que quelqu'un était en train de fabriquer des sachets en plastique à cause de mon idée écolo. J'ai mal dormi cette nuit-là, et dès le lendemain j'ai repensé vraiment toute la marque, et j'ai essayé de la faire la plus vertueuse possible. Donc plus de plastique évidemment, faire des produits qui soient bio, vegan, fabriqués en France à la main autant que possible. L'idée c'est d'être le plus complet possible sur toute la démarche. Donc en 2010 j'étais toute seule jusqu'en 2015, et puis l'explosion est arrivée avec la COP21, énorme prise de conscience, je crois que le Zero Waste a explosé à ce moment-là un petit peu pour tout le monde. Et aujourd'hui on est 15, et la grande nouvelle c'est qu'on quitte Paris pour la Drôme, on est en plein dans les cartons. Et là je pars avec notre camion Ulysse, qui est un camion atelier dont Zero Waste est partenaire. Il va être rempli de toutes les plantes du bureau pour débarquer dans le nouveau bureau dans la Drôme dès demain soir. Voilà. Donc si vous êtes de la Drôme, on cherche des amis sur place. Super. Et du coup, je n'ai pas précisé, mais donc Laetitia est bien la fondatrice de l'Amazona, et à présent Gérard, qui lui est le fondateur de Jean Bouteille. Bonjour, merci du coup de l'audience, et merci d'être présent. J'ai fondé Jean Bouteille. La première facturation de Jean Bouteille, c'est en mars 2014. Ça faisait à peu près 1 an que je travaillais sur le sujet, avec l'idée derrière de pouvoir consommer des produits liquides sans générer de déchets. J'ai également démarré seul au départ, par un magasin partenaire, Saveurs et Saison, une Biocop à Villeneuve-d'Ascq, pour essayer d'étudier le marché. Et très rapidement, les consommateurs se sont beaucoup intéressés à notre solution, qui est, on va la rappeler, une bouteille réutilisable et consignée associée à la vente de liquide en vrac, huile, vin, vinaigre, détergent, hygiène, etc. Et en fait, l'association des deux fait qu'on arrive à consommer des produits liquides sans générer de déchets, en étant très performant en termes environnementaux et en termes tarifaires également, par rapport au préemballé à usage unique. On a démarré en mars 2014, 2015, c'est pareil, après c'est l'engouement. Les consommateurs prennent conscience qu'ils peuvent transformer leur manière de consommer, et c'est pas arrêter de consommer des bons produits, c'est plutôt limiter l'impact autour de cette consommation. Donc on vient vraiment répondre à cette demande. Et les magasins partenaires, surtout des magasins bio au départ, sont très moteurs, ils sont dans un marché en pleine croissance, ils sont prêts à innover. Du coup on apporte cette innovation, le fait de faire des expériences
client unique en magasin et suit ensuite la proximité et est en train d'essayer de suivre la grande distribution. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 400 magasins. On est 20, donc on est passé de 1 à 3, à 8, à 16, et maintenant on est 20. On est à l'équilibre depuis 2 ans, on fait des super croissances et des super projets, avec devant nous la bière, devant nous tout l'univers salle de bain également en liquide, avec l'export qui se prépare, donc voilà. Super, merci Gérard. Et Laure, qui est du coup coordinatrice du projet social chez Carton Plein. Vas-y. Bonjour, donc Laure, j'ai bossé 5 ans dans la grande exclusion et j'ai rejoint Carton Plein il y a 1 an d'abord en tant que chargée de mission et ensuite parce qu'on a grandi sur le déploiement du projet social. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Carton Plein. Non ? Un peu, ouais. On commence à être connu. Nous, notre activité de base, en fait, vient d'une rencontre entre un bénévole et un biffin, donc une personne qui récupérait des objets dans la rue à Paris, constatant qu'il y avait beaucoup de cartons. Et donc, on s'est dit, derrière ça, mes collègues de l'époque, il faut recréer de l'activité. Et donc, notre activité de base, c'est descotcher des cartons et les revendre moins cher. Parce qu'en fait, il y a 10 000 déménagements par mois à Paris. Et on a tous connu, on allait prendre des cartons dans les supermarchés ou galérer, trouver que c'était trop cher. Donc voilà, en fait, l'idée n'était pas de faire du recyclage pour refaire des cartons, mais du réemploi, donc réutiliser la matière pour la réutiliser. Je vous ai apporté ici, parce qu'on fait d'autres choses, on fait aussi de la protection avec le carton. Voilà, pour éviter le papier bulle. Donc le carton qui ne peut pas être réutilisé ou revendu, on va le détruire. Et enfin, on va le réutiliser pour justement faire de la vaisselle. Et donc, si on peut vraiment plus protéger notre vaisselle, on va faire des copeaux de carton. Enfin voilà, c'est des tout petits bouts de carton. On va mettre dans le compost. Donc, à condition que le carton soit brun, pour pas qu'il y ait de chlore s'il est blanc. S'il est blanc, on fait une protection. Et s'il est brun, on le détruit pour le compost. Donc ça, c'est la première partie. L'autre partie, on a développé du transport à vélo, à travers notamment, on a été pas mal médiatisé sur les déménagements à vélo, et plus largement le transport de biens à vélo. Et voilà, donc après on a grandi, mais l'idée de base, effectivement, c'était de limiter les camions dans Paris, à savoir que les gens qui déménagent, en tout cas à Paris, changent de peu de quartier et restent dans la même rue. Donc du coup, nous, on est plus lent, mais on prend soin des affaires au même titre que des camions et on prend plus de temps, mais on le fait à travers cette mobilité douce qui est le vélo. Alors bien sûr, il y a des photos là, voilà, il y en a plusieurs. Donc là, on a des systèmes de sanglage. Là, on a un quadriporteur. On a des triporteurs, des caissons, on commence à s'équiper. J'ai un collègue qui est au top sur l'équipement vélo. Voilà, et là, c'est notre atelier. Et pour finir sur la présentation, la spécificité de Carton Plein, c'est son projet social. C'est-à-dire qu'on va employer des personnes en très grande exclusion, qui ont vécu à la rue, et dont l'errance a marqué profondément la vie et leur capacité de travailler. Donc on repose sur un dispositif qui est uniquement parisien, qui s'appelle le dispositif des premières heures. Donc pour ceux qui connaissent un peu le secteur de la grande exclusion, rapidement, c'est quelques heures de travail par semaine. Donc chez nous, c'est en moyenne 6 heures. Et on monte progressivement les heures en fonction des capacités des personnes. C'est avant l'insertion par l'activité économique classique, chantier d'insertion, entreprise d'insertion. Voilà. Donc c'est le travail adapté aux personnes à travers une activité de réemploi et écologique. Merci. Une question fondamentale qui revient souvent, c'est du coup le choix du modèle de la forme juridique associée au choix du modèle économique. Parce que souvent, et c'est une des particularités de ce type d'événement, c'est que les motivations à entreprendre sont avant tout la démarche de l'engagement. C'est j'ai envie de proposer une solution pour contribuer à un monde meilleur. Du coup, il faut que ce soit l'intérêt général, pas une entreprise, parce qu'il ne faut pas de croissance. Et en fait, du coup, les discussions deviennent très vite passionnées, parce que une entreprise, c'est forcément mal, parce qu'on va faire de l'argent, mais en même temps, c'est ça qui permet d'embaucher des gens. Et du coup, voilà, si vous pouviez... j'ai volontairement pris des phrases choc, hein, mais du coup, que chacun puisse du coup redire le choix de son modèle économique, comment est-ce qu'il a décidé, formulé, et, puisque du coup, les entreprises sont des entreprises d'intérêt général, en l'occurrence, donc comment est-ce que... Voilà. Pour prendre soit dans l'ordre comme vous voulez. Laetitia, si tu veux commencer. Alors nous, on est une SARL. Aujourd'hui, c'est plus la mode des SAS. Si vous voulez faire entrer des investisseurs dans votre entreprise. Pour moi, c'est très important qu'on soit une forme classique d'entreprise pour montrer que tout le monde est capable de faire mieux quand il monte sa boîte.
Donc c'est vraiment un parti pris et je le regrette pas après 8 ans. Alors, en effet, quand j'ai démarré Jean Bouteille, je voulais que mon entreprise ait du sens dans 20 ans. C'est vraiment ça le démarrage de ma volonté entrepreneuriale. Par contre, là-dessus, j'avais de l'ambition et je savais que j'allais avoir besoin de capitaux qui rentrent dedans pour m'aider à faire de la croissance. Et du coup, j'ai au début choisi une forme SARL pour la transformer ensuite en SAS. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, et en effet, la mode de la SAS fait que c'est plus facile de faire entrer des sous de fonds d'investissement, même si on n'en a pas finalement chez nous. Et voilà, après, il n'y a pas de vraie solution, il y a juste, après, on s'est mis un cadre, et on s'adapte au cadre qu'on s'est mis. Maintenant, on a essayé de faire la forme la plus proche de la coopérative dans notre gouvernance, sans avoir le statut de la coopérative. On aurait pu se donner l'ambition de le faire, mais c'est d'autres contraintes qu'on a préféré aujourd'hui ne pas aborder. Allô, ouais. Nous à Carton Plein, on est une association, loi 1901 classique. Pour changer d'échelle, on a reposant, donc, comme je vous l'expliquais, sur un dispositif de travail à l'heure. Notre activité, on ne pouvait plus la déployer par rapport aux besoins. Donc on a fait un long travail pour avoir une entreprise d'insertion, statut d'entreprise d'insertion, qui est un statut à part, qui est dans le secteur d'insertion par l'activité économique, et qui va nous permettre de développer notre activité et d'embaucher des personnes sur un volume horaire de 35 heures par semaine. Cette entreprise d'insertion est toujours sur le modèle associatif. Et la semaine dernière, avec mon directeur, on était justement en lien avec une structure qui nous accompagne pour savoir quelle forme donner à nos différentes structures qui sont en train de se créer. Parce qu'à un moment, il y aura des questions de fiscalité et des choses que l'association ne peut pas absorber. Et donc, nous, on est en plein questionnement justement sur comment faire. Est-ce qu'on garde un statut associatif global? Est-ce qu'on scinde nos différentes structures? On a un projet de coopérative aussi. Et donc, nous, on a 6 ans. Donc voilà, on s'est développé petit à petit et aujourd'hui on est en plein dans ces questions-là et on n'a pas de réponse encore précise, malgré le fait qu'il faut se les poser pour anticiper le problème plus tard. En restant du coup dans ces questions de forme juridique, ça nous amène à la question de la levée de fonds. Et si tu veux bien, du coup, Laure, qu'on reparte par toi, quand on est une association, ça nous laisse parfois la possibilité plus facilement d'aller solliciter des fonds publics, mais est-ce que c'est toujours rentable d'aller le faire? Parce que le temps qu'on passe à lever des fonds, on ne passe pas à vendre son activité directement. Voilà, je te laisse rebondir là-dessus. Alors nous, on a 3 sources de financement. Une partie, c'est le département de Paris. C'est à hauteur aujourd'hui de 50%. On a 30% de chiffre d'affaires, donc c'est la vente des cartons et des déménagements, particulièrement auprès de particuliers. En fait, on a un bouche-à-oreille qui fonctionne énormément. Donc on a là sur le mois, on avait une 50aine de demandes de déménagement auxquelles on n'a pas pu répondre et qu'on souhaite répondre, et 20% de fonds privés. Au début, la stratégie, c'était justement de dire qu'il fallait diversifier ces sources de revenus-là, parce que nous, notre risque était d'être trop dépendant, très clairement, de la subvention, qui n'est pas une subvention difficile à obtenir, ça c'est la chance qu'on a, parce que on a un système de convention qui est renouvelé, et on rend un bilan annuel qui ensuite nous redonne un conventionnement, et donc ça, on a cette chance-là. Les fonds privés, et ça c'est mon directeur qui est en charge de ça, on avait une logique au début de chercher des fonds à l'année, et en fait ça c'est assez fatigant parce on a beaucoup on a la Société Générale, G2R, Fondation Caritas, on a un multiple, et chaque année il faut recommencer. Et donc là on arrive aujourd'hui à obtenir des fonds pluriannuels sur des projets de fonds. Les personnes que vous avez vues en vélo, on souhaite faire une formation de cyclo-logisticien pour faire reconnaître ce métier de livreur à vélo qui est sans statut et qui n'a pas de formation. Donc là, on arrive à avoir des levées de fonds privés sur 3 ans pour augmenter justement nos capacités financières et être plus autonomes et plus sécurisés en fait, parce que ça prend du temps. Et la création d'une entreprise d'insertion, ce sera des fonds de l'État. Donc du coup, les subventions, on a et département et État, on ne peut pas relever que d'une collectivité, enfin que d'un niveau territorial. Merci. Et dans votre cas, est-ce que la question de la levée de fonds s'est posée? Comment? Même du crowdfunding? Comment est-ce que... Alors, du coup, pour le financement de l'entreprise et de la croissance, en effet, on a différents panels. Il y a la levée de fonds qui va financer les fonds propres, donc tout ce qui est des dépenses sur les salaires ou sur l'activité, qui va permettre en fait d'aider la croissance. Après, il y a évidemment, c'est la marge qu'on génère avec nos clients qui va générer sa propre, les fonds
de son activité. Et après, il y a de la dette pour plutôt des investissements. Mais la levée de fonds est clairement un levier très important. Elle prend, je pense, autant de temps que de la subvention, parce que finalement, ça prend énormément de temps et c'est coûteux. Après, il faut réussir à trouver des investisseurs qui recherchent du sens. Comme nous, il faut vraiment être en phase avec des investisseurs. Nous, c'est principalement des industriels ou des gens du métier, mais si c'est des fonds d'investissement, des gens avec qui on a confiance et qui on va pas avoir peur de leur cacher des informations, si on a peur de les mettre en doute, etc. Il faut vraiment que ça soit en pleine transparence. Mais oui, c'est un levier important si on veut grandir. Du coup, je viens de clôturer ma deuxième levée de fonds. Donc, première fois 100 000 € et une deuxième fois 200 000 €. Est-ce que tu peux raconter rapidement ta campagne de crowdfunding, comment ça s'est passé, et du coup, la spécificité... Bon, vas-y, ouais. Je te poserai la question. Alors, la campagne de crowdfunding, on ne l'a pas vue comme un apporteur de fonds, on l'a vu comme une campagne de communication, parce qu'en fait, c'est un outil communicationnel qui est génial, qui permet d'autofinancer cette campagne de communication. En fait, on va dépenser de l'argent pour faire venir des fonds qui vont financer cette campagne, mais en échange, on a gagné une notoriété énorme et pendant 2 ans, on a bénéficié de la vidéo qu'on avait fabriquée, qui en plus, on avait eu un super prix parce que le projet était super chouette et que les vidéastes, du coup, ont fait des efforts. Et du coup, en fait, on a fait une émulsion que tout le monde s'est dit, ouais, on va aider cet entrepreneur à ce moment-là. Et c'était ça la stratégie de la campagne de crowdfunding, c'est la notoriété. Et ça nous a permis de collecter 21 000 €, dont 2 investisseurs actuels qui, au moment où ils ont mis de l'argent, dans un 250 € et l'autre 5 000 €, ils ont dit nous on est intéressés pour participer à ta levée de fonds. Donc ça nous a également apporté des fonds par la suite. Et nous, on était super contents d'avoir on est très content d'avoir dans notre capital des gens qui en fait ont été donnés de l'argent dès le départ sur ce genre de dispositif. Donc voilà. Merci. Et Laetitia ? Alors moi j'ai commencé avec les 500 € que j'avais en poche, ma mère m'en a donné 2000, donc on est parti de 2500, et pendant les 5 premières années j'avais 2 à 3 jobs en parallèle pour financer l'Amazona. Du coup pas de charge puisque pas de salaire, ça a été très très lent, mais ça fait qu'aujourd'hui on n'a pas d'investisseur au capital, on a fait notre premier emprunt pour acheter un camion l'an dernier, et aujourd'hui on fait donc 2,3 millions de chiffre d'affaires quasiment sans emprunt, sans investisseur quoi. Et c'est génial parce que ça nous donne une liberté totale. Ça permet de faire des choix un petit peu gonflés ou un petit peu atypiques sans avoir personne pour vous dire mais attention, fais gaffe là. Sur les recrutements, c'est là-dessus qu'on fait les choix les plus particuliers, je pense. On a un jeune homme qui faisait la manche dans la rue, on a un réfugié politique, on a une dame qui était dans un ESAT. Et ben on les a embauchés en CDI direct sans hésiter parce que personne n'était là pour nous dire je peux retirer mes sous à la fin de l'année quand même. Merci de ce partage. Une question politique maintenant. Toi dans ton cas je ne sais pas, je sais que dans le cas de la consigne, vu qu'on a bossé dessus ensemble, ça c'est clair. Et dans votre cas je pense qu'il peut peut-être y avoir des enjeux. Si tu veux le temps que tu réfléchisses, je demande déjà à Gérard. Par rapport à ton activité, quelle a été la place de la réglementation et potentiellement du plaidoyer politique ? Alors elle est importante parce qu'on est dans le commerce et qu'il dit qu'il faut respecter les règles dictées. Et en plus ces règles elles sont faites pour le pré-emballage hygiénique parce qu'elles sont réalisées depuis 30 ans sur ce modèle-là. Et donc il faut feinter, il faut être borderline et il faut avoir des clients qui sont prêts à jouer ça parce qu'ils savent que pour innover il faut aller casser un peu les lignes, mais finalement les agents de la DGCCRF ils le savent aussi et du coup... Est-ce que tu peux te dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la DGCCRF? Alors la DGCCRF ou la DDPP c'est la direction des... Non mais consommation et répression des fraudes. La répression des fraudes, donc c'est eux qui connaissent les textes de loi, qui vont en magasin, qui vérifient, ils sont là pour dire tu ne respectes pas la loi, je repasse dans 2 semaines, et si tu ne respectes pas à nouveau, on va plus loin. Donc on a particulièrement un problème sur l'huile d'olive en vrac, on a peu de problèmes sur la consigne en tant que telle, même s'il y a des risques sur la TVA, il y a des risques sur des choses comme ça. Après, du coup, c'est un travail comme dans tout métier, il faut réussir à connaître le cadre dans lequel on peut évoluer, qu'est-ce qu'on a le droit d'être au bord, qu'est-ce qu'on a le droit, pas le droit, etc. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote autour de l'huile d'olive? Parce que moi je suis marseillaise, alors l'huile d'olive ça me tient vraiment à cœur. L'huile d'olive, il y a une réglementation européenne qui dit que, donc qui s'applique à tous les États en l'état, qui dit que l'huile d'olive doit être présentée pré-emballée au client.
Et donc, pour faire du vrac, c'est un problème, parce que du coup, on ne présente pas l'huile d'olive préemballée au client. Du coup, on est obligé de demander à l'opérateur du magasin de prendre un numéro embouteilleur auprès d'Agrimer, qui est délivré gratuitement et rapidement, et c'est l'opérateur qui remplit la bouteille et la présente préemballée au client. Et ça, la DGCCRF a accepté cette tournure, et il y a eu une clarification grâce au réseau VRAC dernièrement sur ce sujet. Mais c'est très contraignant pour le magasin, donc le magasin il essaye de voir comment il peut ajuster les choses. Nous on essaie de le conseiller également, et puis on discute avec les pouvoirs publics pour voir comment on peut supprimer cette réglementation qui date d'il y a du coup de 2002, il y a de 15 ans, au moment où l'huile d'olive avait un besoin particulier de protection parce que c'était un produit qualitatif et il ne fallait pas qu'elle se dégrade en qualité, etc. Aujourd'hui on n'est plus du tout sur le même marché, elle a beaucoup moins de sens, on a des traçabilités beaucoup plus importantes, encore plus en bio, donc Inch'Allah ça va disparaître, mais on ne sait pas. Ok. Et du coup, est-ce que dans le cas de Carton Plein, il y a eu des enjeux politiques? Alors, nous, il y a deux enjeux, je peux vous parler d'un, donc je maîtrise mieux. C'est l'enjeu social. La question de l'emploi pour les personnes de la rue, en fait, est une innovation ici à Paris. C'est-à-dire que faire moins de 20 heures, un contrat de moins de 20 heures, c'est pas légal. Et le dispositif des premières heures, constatant qu'il y avait vraiment de la réussite auprès des personnes de la rue qui remettent un pied en travaillant à l'heure, ont réussi à le faire financer et à le valider au sein du département de Paris. Il est rédigé dans le pacte de lutte contre l'exclusion parisien, qui a un choix politique fort de dire ok, les personnes qui sont à la rue, c'est un coût humain et économique inacceptable en fait, parce qu'elles savent faire des choses et elles peuvent travailler. Et ça n'existe qu'à Paris. Donc moi, une partie de mon travail justement dans la dimension sociale, c'est de pouvoir essaimer ce dispositif-là, parce que dans le 92, dans le 93, à Lyon, Paris, enfin Marseille, il y a plein de villes où il y a énormément de personnes en situation de grande précarité. Et là, si nous, Carton Plein, on souhaite essaimer ce qu'on fait, mais on ne souhaite pas l'essaimer si ce dispositif n'existe pas. Donc on veut pouvoir demander aux collectivités de réfléchir à cette question-là. Et ce qu'on fait dans le 92, on travaille avec des financements autres que le département, là, en disant on a identifié un certain nombre de personnes qui pourraient avoir besoin de ce dispositif-là. Et nous, on se bat pour faire reconnaître ces questions-là au niveau national. Donc ça, c'est un enjeu fort. L'autre enjeu qui est, moi je maîtrise moins, on est membre d'un collectif qui s'appelle les boîtes à vélo. Et c'est un de mes collègues qui est président de ces dimensions-là pour tout ce qui est les dimensions des pistes cyclables. Alors là, c'est trop technique pour moi, mais pour qu'on puisse davantage développer la logistique du dernier kilomètre, avoir des pôles de logistique urbaine dans Paris, avoir des pistes cyclables un peu plus grandes. Parce que quand on déménage à vélo, nous, on est obligé d'être sur la route, en fait, tout simplement. Donc voilà, développer la mobilité à vélo est un enjeu aussi politique très fort et qui à Paris bouge un peu, mais dans d'autres villes où c'est encore très compliqué. Ok. Laetitia, est-ce que toi, il y a quand même eu... Oui, il y a eu des enjeux. Il y en a un en cours en fait. On a deux produits qui sont labellisés bio, c'est un déodorant et un beurre de cacao. Et quand vous faites labelliser un produit, vous validez, donc là on est avec Ecocer, vous validez à la fois la formule du produit et le packaging dans lequel vous allez mettre votre produit. Donc on nous a dit, votre beurre de cacao, vous pouvez le vendre en bio quand il a sa boîte, mais quand il est en vrac, eh ben, il compte pas comme du bio. C'est assez étonnant. Là, ce qu'on essaie de leur faire passer, c'est que la forme de notre beurre de cacao, nous, on l'a fait protéger. Comme on protège un nom à l'INPI, on peut protéger une forme, comme un sac à main, un beurre de cacao. Et donc, on essaie de leur faire valider le fait que cette forme atteste que c'est bien le produit bio dont ils ont validé la formule. C'est vraiment en cours, donc je peux pas vous en dire plus, mais on croise les doigts. Ok. Ah, vas-y. Du coup, je vais juste rajouter une petite anecdote réglementaire. Après, quand on démarre un projet, on peut se passer, entre guillemets, à partir du moment où c'est pas dangereux, de certaines réglementations parce qu'on a très peu d'impact. Et après, quand ça grossit, y faire plus attention et s'aligner. Par exemple, nos bouteilles ont toute une ligne de remplissage qui permet de passer les poids et mesures, et les 10 000 premières bouteilles ne les avaient pas. Et du coup, je n'étais pas réglementaire là-dessus, mais j'avais pas pensé à le faire comme ça, ou j'avais pas, et il m'est rien arrivé de grave, et c'est pas grave. Et si c'est arrivé, on aurait dit, bah faut mettre une ligne, et puis je l'aurais mise. Du coup, ne pas hésiter à... ça doit pas être un frein, mais à partir du moment où on grossit, on a plus de risques d'être visible, et du coup, en effet, de se faire repérer si on ne la respecte pas. Donc il faut connaître ce genre de choses, mais ça ne doit pas être un frein au départ, en tout cas. Si c'est pas dangereux. Oui, pardon. Excusez-moi. Certes, si ça n'est pas dangereux. Avant qu'on passe aux questions, je voulais vous demander si dans chacune de vos activités, il y a eu des moments où il y a eu des opportunités particulières que vous avez saisies. Comme exemple, ça pourrait être par exemple
un gros contrat avec une collectivité ou enfin ça du coup serait plus avec vous puisque vous êtes plus fréquent de bosser avec des acteurs publics, mais à un moment quelqu'un qui est arrivé, soit qui a la même activité, vous a dit tiens si on se mettait ensemble on serait plus fort, ou une activité complémentaire et de se mettre à deux ça permettait d'avoir une offre plus intéressante, ou un gros partenaire, parce que quelque chose à nous dire. Alors pareil, c'est en cours. On a un homologue en Allemagne qui a la même philosophie que nous, mais qui fait les choses différemment. Nous, on fait des brosses à dents en bioplastique fabriquées en France. Lui, il en fait en bambou. Nous, c'était pas notre objectif d'en proposer, mais là, on s'associe, on devient partenaire, et comme ça, on devient plus fort, parce que mine de rien, on est tout petit dans notre coin, et c'est bien d'avoir des gens avec qui échanger. Ok. Alors, je dirais que oui, dès qu'il y a une opportunité à prendre, il faut absolument la prendre parce que c'est ce qui nous fait grandir. Notre première grosse affaire, c'est avec Biocop qui nous a commandé d'un coup 120 meubles à équiper en 3 mois, alors qu'avant on en sortait 3 par mois. Mais n'empêche qu'on s'est dit, bah, c'est ce qui va nous faire grandir et puis on va y arriver. Alors on a mis énormément de mal à la coucher. On a eu beaucoup de chance d'être sur un réseau qui a été extrêmement bienveillant avec nous. Et du coup, on a réparé toutes les mauvaises choses qu'on avait fait à des endroits, avec des remplacements de premier équipement qui n'étaient pas du tout au point. Maintenant, tout va bien, mais n'empêche que c'est ce qui nous a fait passer une étape, puis après qui a permis de passer la deuxième étape et ce qui nous a fait grandir comme ça. Donc oui, toutes les opportunités, il faut les prendre et après s'ajuster par rapport à la puissance de l'opportunité. Alors là, j'ai pas en tête d'étapes comme ça. J'ai eu une anecdote un peu symbolique d'une préparation d'une commande pour Air France, parce qu'en fait, nous, on travaille beaucoup avec des particuliers au final, ou des magasins où on va collecter des cartons dans les boutiques. Et un jour, on a eu un mail d'Air France qui nous dit on veut 1000 cartons pour la semaine prochaine. Alors autant vous dire que nous, on vient de déménager dans Paris 18e, dans 300 mètres carrés, mais avant, on était dans des tout petits bureau avec un espace atelier boutique sans stockage. Et donc là, nous, Carton Plein, on se dit Air France veut 1000 cartons pour la semaine prochaine. On s'est dit on va pas y arriver. Et ça peut paraître ridicule en soi, mais derrière nous, on ne souhaite pas mettre de la pression aux personnes qui travaillent. Pression qui est même toute petite pour nous, en fait, est très importante pour ces personnes qui ont été à la rue. Et en fait, on a juste fait tout ça ensemble et on était hyper contents à la fin de la semaine d'avoir nos 1000 cartons. Alors, il y a certaines exigences, hein, il faut toutes des tailles, ils avaient certaines demandes et on a eu un super retour. Et donc nous, notre idée maintenant, on change l'échelle petit à petit, c'est de dire on veut aller vers des entreprises parce qu'on peut fournir un vrai service, on sait qu'on peut le faire. Et voilà. Et cette expérience-là était assez drôle puisqu'elle était anecdotique, mais elle voulait dire beaucoup de choses. Merci. Est-ce que du coup, avant qu'on passe aux questions, il y a quelque chose que vous aviez envie spontanément de partager comme récit ? Juste que si vous avez envie de vous lancer, allez-y, parce que l'entrepreneuriat, il n'y a rien de plus fascinant et excitant, et c'est non-stop, hein, on dort plus beaucoup, mais c'est vraiment génial. Et quand vous construisez votre projet, pensez à aller au maximum au bout des choses, à faire toujours plus que ce qui pourrait paraître déjà bien. Donc clairement, je suis totalement d'accord avec vous, c'est se lancer. Déjà, il faut démarrer le moteur, et après il est lancé. Et après, pendant ces 3 jours, j'ai pu discuter avec différents entrepreneurs et entrepreneuses, entre autres, là, qui avaient démarré depuis 2-3 ans. Et elles étaient toutes les deux au même moment de difficulté où tu es tête dans le guidon et tu sais pas comment t'en sortir. Est-ce que tu dois embaucher? Est-ce que tu dois prendre le risque et tout? Et c'est là où la levée de fonds ou l'ingénierie financière ou la dette, à l'inverse de ce que tu as fait, mais c'est magnifique hein, de réussir à être à ce niveau de chiffre d'affaires sans dette. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces outils, à se faire conseiller par des réseaux qui permettent de le faire pour pouvoir recruter du monde et ne plus tout faire, être au four, au moulin, au champ et dans la voiture qui déplace le blé. C'est vraiment réussir à sortir un peu pour garder une vision, garder quelque chose. Voilà. Ne pas être à court de cash, c'est hyper important dans la croissance. Alors je rejoins ce qui est dit, là j'ai une pensée toute spéciale pour mon directeur qui effectivement lui prend des risques, recrute, lance des projets et derrière en tant qu'entrepreneur il y a une dimension où il faut avoir une solide base et oser prendre des risques. Donc moi là pour parler moi en tant que coordinatrice sociale, je suis assez portée par la dimension sociale du projet et je voulais vous lire un extrait
j'ai mené un travail d'évaluation de notre action auprès des personnes qu'on accompagne, savoir à quoi on servait. Et donc en fait, et je pense que collectivement, dans notre équipe, on est assez animé par... On remet la balle au centre, c'est-à-dire auprès des personnes qui sont en grande précarité, pourquoi on le fait. Donc ça nous anime profondément dans notre projet, quel que soit le projet en fait, hein, c'est pourquoi on le fait et quel est le centre de ça. Donc je voulais juste vous lire un court extrait que je trouve qui est assez beau. Alors je lui pose la question, il s'appelle Ludovic, et je lui dis qu'est-ce que tu fais dans l'atelier? Il me répond ici je déscotche, je range, je fais des paillettes, donc ce que vous avez vu là. C'est par Antoine que je suis arrivée, par Aurore, par un chez-soi d'abord. Explique-moi ce que ça t'apporte. J'avais envie de travailler, me remettre dans le bain. Et je lui demande pour quelques heures seulement, c'est mieux que rien. Et puis je suis bénévole aussi. Je lui dis ah oui, tu viens en bénévole, je ne bois pas d'alcool comme ça. J'oublie cette saloperie. Carton plein, ça t'aide à pas boire. Donc il me répond oui, ça m'aide. Et je lui demande qu'est-ce qui t'aide. Il me dit l'ambiance, la bonne équipe, la bonne entente. Il y a toujours quelqu'un à l'écoute. Voilà. Donc quand on a un projet, c'est de se recentrer sur ses valeurs profondes et de se ressentir toujours animé par ces valeurs-là, quelles qu'elles soient en fait. C'était beau, merci d'avoir présenté ça. À votre tour de leur poser vos questions, on peut donner un des micros qu'on a et on en gardera 2 pour nous. Et on va prendre d'un seul coup 3 questions et on procédera comme ça tant qu'on a du temps. Là on a 12 minutes si le timer est juste. Qui se lance? Ne me dites pas que vous n'avez pas des questions qui vous brûlent les lèvres. Ah, voilà. Bonjour. Je sais que l'Amazona, vous lancez aussi un site de vente de vêtements, c'est ça? Est-ce que, du coup, c'est carrément un autre projet? Et dans votre croissance, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez pu développer un second projet entrepreneurial vachement ambitieux en parallèle. Voilà, et puis comment vous en êtes venu à recruter les gens au fur et à mesure? Je ne sais plus à quelle date vous avez démarré, mais un petit peu sur ce parcours-là de grandir et puis de se développer même autre que votre premier savoir-faire. Merci. Est-ce qu'il y a 2 autres questions, tant qu'à faire, qu'on les prenne et après on les traite? Parce que parfois elles sont proches. Non, c'est pas grave. Vas-y Laetitia, je t'en prie. Alors oui, on lance un site qui s'appelle Cabane. Là, on va plus être créateur. Là, d'habitude, je parle pas assez français. Là, on va plus être créateur, on va juste être revendeur de belles marques de vêtements responsables. Ce projet, ça fait des années que je l'avais en tête parce que quand je veux m'habiller, je trouve ça compliqué de faire mes courses. Et je voyais rien émerger. Et un dimanche après-midi, j'ai eu un petit trou de 15 minutes, donc j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, allez, vas-y, on lance ce nouveau projet. Voilà. Et au niveau des recrutements, c'est exactement ce que disait Gérard. C'est quand on se sent noyé, il ne faut pas hésiter à y aller, à passer le cap. Ça fait peur, hein, ça fait très peur. Commencer par un stagiaire, c'est pas mal, voir comment ça se passe. Apprendre à manager, ça je crois que c'est le plus compliqué dans nos métiers, une fois qu'on a passé cette fameuse barre là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut apprendre à faire ça, il faut le faire avec les tripes, mais ça fait des sacrés coups. Et voilà, et une fois qu'on l'a fait une fois, une embauche, je crois que la deuxième elle se fait assez naturellement avec moins de stress. Alors, oui, c'est toujours passer l'humain, du coup c'est génial parce que au début quand on est tout seul on ne pense pas à ça, puis après on est 2, mais quand t'es 2 c'est pareil, ça se fait facilement la communication, c'est quand on commence à être 8, 9 où il faut structurer, tout le monde ne veut pas tout faire, et c'est marrant, au départ on veut des gens très polyvalents, et puis plus on grossit, plus on veut des spécialistes, du coup on change la manière de recruter, on gagne beaucoup d'expérience dans le recrutement en se plantant, on a de la chance dans notre structure de en fait perdre naturellement les éléments qui n'arrivent pas à être en phase avec nous, parce que c'est pas qu'ils mettent de la mauvaise volonté, mais c'est juste finalement notre méthode de fonctionnement, de management fait qu'ils s'y retrouvent pas, et du coup naturellement ils disent en fait c'est sympa mais je m'y retrouve pas, et du coup on les remplace naturellement comme ça, et ça se finit toujours bien pour le moment. Après, il faut qu'il y ait toujours beaucoup de respect, mais on est obligé, plus on grandit, plus on est obligé de monter le niveau d'exigence. Et du coup, il faut savoir le dire à des gens qu'on ne l'avait pas dit avant, parce qu'on satisfaisait d'un niveau d'exigence qui augmente. Donc tout ça, c'est petit à petit. Mais nous, en tant que manager, on apprend tous les jours à manager, et puis tout le monde apprend, quoi. Une autre question? Vas-y. C'était sur le côté juridique, quand on parlait de la réglementation, je me demandais comment est-ce que du coup vous vous êtes renseigné, est-ce que c'est
justement une problématique qui est venue à vous et vous vous êtes dit mince, il faut que je me renseigne là-dessus pour trouver la solution? Ou est-ce qu'à force de grandir, par exemple sur cette fameuse ligne, vous vous êtes rapproché d'un juriste, ou enfin comment ça a fonctionné à ce niveau-là? Au départ, quand on n'a pas encore beaucoup de clients, on a finalement plein de temps pour creuser tout ça, donc c'est plus pendant ces moments-là. Il y a les textes de loi, ils sont tous publics, mais par contre après il faut réussir à comprendre la mécanique de tri, de réflexe, des mots-clés, etc. Et il y en a qui te viennent juste comme ça, en échangeant avec des acteurs, qui disent mais est-ce que tu n'as pas pensé à ça, etc. La ligne de remplissage, c'est quelqu'un qui avait pensé à un projet un peu similaire dans le lait, qui m'a dit pour y arriver il faut faire ça, et puis du coup c'est lui qui m'a donné la clé, parce que finalement il n'a pas monté son projet. Mais c'est pas en échangeant avec parce qu'on arrive avec les actualités à retrouver des gens qui ont fait des initiatives, qui ont essayé 1 ou 2 ans, puis ça n'a pas marché. Et en général ils partagent tout ça, ils sont pas du tout dans leur coin, etc. Donc c'est comme ça qu'au départ, on se nourrit le plus. Et après, en effet, maintenant, ouais, on a des frais d'avocat, etc. C'est différent. Nous, sur la cosmétique, j'ignorais totalement la réglementation et on a une petite visite de la réglementation, de la répression des fraudes, mais j'avais cherché à la CCI, je sais plus à quelle porte j'avais frappé, mais c'était pas les bonnes et personne n'avait su me dire où aller chercher. Mais ça, effectivement, il aurait suffi que je me rapproche d'autres entrepreneurs pour le savoir, mais je m'en suis tenue à l'écart volontairement parce que je voulais vraiment faire les choses à ma façon, sans me mettre de barrière par des trucs que j'aurais entendus. Mais donc, la dame de la répression des fraudes est venue, elle était hyper sympa, tout ce qu'elle voulait, c'était nous aider à faire mieux. Et partant de ça, là, on a eu bon contact et on a fait mieux. D'ailleurs, là-dessus, c'est une activité qui est au cœur de Zero Waste France, la partie politique qui est du coup le plaidoyer politique. Et on a la chance d'avoir Thibaut, qui d'ailleurs est le frère de Laure, qui lui est avocat de formation, qui est au fond de la salle. Thibaut, si on peut t'identifier. Voilà. Et c'est quand même très précieux parce que ce sont des compétences qui sont difficiles d'accès. Donc, comme vous l'avez mentionné tous les deux, effectivement, à un moment où on se rend compte qu'on en a besoin, et quand on en a besoin, on se rend compte qu'on ne comprend rien. Donc, si vous avez, Thibaut, tu me remercieras, si vous avez des projets d'entrepreneuriat et que vous posez des questions réglementaires, donc c'est Thibaut, T-H-I-B. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Ah, il y a une autre question. Il y a 2 questions. On peut les prendre d'un coup, comme ça, après on pourrait y répondre. Bonjour. Quand on grossit, souvent le problème c'est qu'on doit faire des compromis avec des acteurs de l'économie traditionnelle, on va dire. Donc, est-ce que vous avez été confronté à ça? Est-ce que vous avez dû mettre de côté certaines de vos valeurs et comment vous avez géré ça? Alors moi c'est une question qui va être difficile à associer, par curiosité, pourquoi la forme du cannelé de Bordeaux? Moi je suis bordelais et donc j'ai déjà acheté des produits chez vous, donc je me suis déjà champouiné la tête avec un cannelé de Bordeaux, mais là voilà, pourquoi le cannelé en fait? Est-ce que vous êtes d'origine bordelaise? Alors non, de Vendée, mais le cannelé on le tient bien en main, donc c'est bien pratique. Et le but avec la Maisona dès le début c'était de faire des produits écolos mais qui soient aussi rigolos. Parce que l'objectif c'était pas d'offrir un énième shampoing bio à ceux qui consommaient déjà bio, c'était d'attirer tous les autres vers la bio. Et la forme de cannelé était un clin d'œil. Et qui d'ailleurs pourrait faire peur à la répression des fraudes parce que du coup ça ressemble à un aliment, donc ça peut être problématique. Donc sur les shampoings au chocolat, on a bien écrit ceci n'est pas à manger, etc. Du coup, les valeurs c'est très intéressant. On est tombé dans le monde de l'ESS par une première subvention de Lille Métropole qui nous a conseillé d'aller voir un club Cigale, du coup qui est rentré dans le capital, du coup qui nous a présenté le premier centre d'insertion avec lequel on travaille aujourd'hui beaucoup, et aujourd'hui notre banque c'est Crédit Coop et notre premier financeur ça a été la Nef, et du coup on est vraiment dans l'écosystème de l'ESS, même si on n'est pas une entreprise de l'ESS en soi, on est en train d'être accrédité ESUS, parce que on trouve ça... Tu peux dire ce que c'est? ESUS, du coup c'est entreprise sociale... utilité ASUS du coup ESUS, ouais. Entreprise solitaire d'utilité sociale. C'est le tampon ESS d'une entreprise qui n'a pas les statuts de l'ESS en quelque sorte. Par contre, oui, c'est important de le marquer dans les statuts.
Maintenant, notre problématique à nous, c'est le déchet. Et on s'est toujours dit que notre problème, c'est comment on concurrence le pré-emballé à usage unique, et il est partout. Si on se refuse d'aller dans des commerces non bio spécialisés, alors qu'on a démarré là, et c'est eux qui nous ont aidés à démarrer, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, notre deuxième plus gros client, c'est Franprix, et on est super content d'aider Franprix à se transformer, parce qu'on est un de leurs outils dans leur innovation, et en fait, on va voir un client qui ne vient pas de ce monde-là, on lui dit, tu vas être obligé de t'adapter à nous, pour que ça marche. Parce que si tu ne t'adaptes pas à nous, on n'arrivera pas à faire affaire, et si tu essaies, tu vas perdre de l'argent pour le faire. Donc finalement, on vient mettre un peu le pied dans la porte pour essayer de les faire changer. Et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait qu'un pur effet communicatif, il faut qu'il y ait un intérêt pour tout le monde. Mais en général, finalement, les gens, ils ont envie de ça, ils comprennent cette problématique de sens de comment on va vivre dans 10-20 ans. Donc on n'a pas de problème à aller là pour les changer. Moi, sur la réglementation, nous, je sais qu'on va devoir, sur les questions des copeaux de carton, anticiper le fait que qu'est-ce qu'il y a profondément dans les cartons même bruns. Et donc, c'est vrai que quand on le fait à toute petite échelle, voilà, on alimente 2-3 composts, ça va. Et à un moment, il va y avoir cette question-là qu'on va avoir. Sur la question des entreprises, nous, alors, on collecte, sur la collecte, on va collecter évidemment toutes les structures, quelles qu'elles soient. On vise les grosses entreprises. Sur nos fonds aussi, on a eu des débats en équipe sur quels fonds accepter ou pas. Et au final, voilà, pour diversifier nos revenus, on a des grosses fondations. Et voilà, on se dit collectivement, pour l'instant, on est obligé aussi de passer par cette dimension-là et donc d'accepter ces fonds-là. Et on a une partie où on souhaiterait développer les donateurs pour voilà, avoir, je ne vais pas parler plus éthique parce qu'il voilà, faut pas stigmatiser, c'est compliqué le monde dans lequel on vit, mais avoir un maximum d'autonomie financière. Merci. En tant qu'entrepreneur moi-même, j'avais aussi envie de partager quelque chose. Deux d'ailleurs, parce que du coup j'accompagne aussi des entrepreneurs un peu aujourd'hui et surtout beaucoup avant, et hier quand on a fait le forum des entrepreneurs, les quelques-uns qui sont venus avec des idées et comme ceux sans doute que vous êtes ici qui viennent au festival, la première motivation c'est avant tout changer le monde, enfin contribuer à un monde meilleur. Et ce qui parfois nous amène à prendre des décisions qui peuvent nous éloigner vraiment de la rentabilité. Alors il est évident que quand on est un entrepreneur social, on va parfois prendre des décisions en se disant je me complique la vie, c'est volontaire et c'est pas grave. Et trouver quand même l'équilibre, parce que le but est quand même que vous puissiez avoir une activité qui vous fait vivre. Si in fine vous ne pouvez pas en vivre parce qu'il n'y a pas un modèle économique qui est rentable, ça ne tiendra pas à terme. Donc trouver des ajustements pour que ça marche. Et le deuxième, c'est par rapport à votre vie perso. C'est que si vous avez dès le départ plein d'idées, essayez de regarder, c'est ce que disait Jean Moreau de Phoenix hier pour ceux qui étaient là, essayez de regarder celle pour laquelle vous, avec peut-être vos études ou votre première vie professionnelle, vous avez une valeur ajoutée particulière. Exemple, vous avez bossé dans la pub, mais vous supportez plus ce milieu, ça vous dégoûte. Même si vous décidez de vous mettre dans l'artisanat pur, il y a quand même plein de compétences que vous avez acquis grâce à la pub et à un réseau. Servez-vous-en, ça va vous donner vachement de force. Donc essayez de trouver un peu en silo les activités dans lesquelles vous allez pouvoir avancer plus vite, et avec tout ce que vous apportez de votre engagement, vous aurez cette valeur ajoutée. Donc gardez-la. Mais trouvez quand même ce qui va être gérable, parce que si vous essayez de faire trop de choses dès le départ, vous n'y arriverez pas. Humainement, vous allez craquer, ce ne sera pas rentable, donc c'est dommage. Et mieux vaut que vous les rajoutiez dans un deuxième temps. Dire ça, je le fais tout de suite, ça marche. Ça, je le ferai après. Ça, je le ferai quand on aura de l'argent. Et ça, juste, on ne le fait pas du tout. Et ce sera plus humain, et au moins vous tiendrez. Si vous voulez rebondir là... Non, on a fini. Donc on n'aura plus le temps pour maintenant. Si vous voulez discuter avec vos intervenants, je pense que du coup ils seront dehors. Et voilà, merci à tous et bonne journée.